Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va passer en revue les nouveautés à paraître en octobre chez Panini Comics. On verra les nouveautés des autres éditeurs dans une autre vidéo dans le courant de la semaine prochaine. Comme d'habitude, pour les dates de sortie, je me suis basé sur ce qu'indique Panini dans sa checklist, sachant que les dates en question sont quand même vachement susceptibles de changer d'ici là. Et avant d'attaquer les sorties d'octobre, jetons un œil sur celles annoncées pour le 28 septembre, pour lesquelles Panini n'avait pas communiqué dans sa précédente checklist. Et on comprend pourquoi en voyant la liste des sorties, qui sont en grande majorité des titres qui auraient dû sortir plus tôt au cours du mois et qui ont été reportés d'1 ou 2 semaines. Sortiront donc le mercredi 28 septembre le tome 1 de She-Hulk, la nouvelle série par Rainbow Rowell et Luca Maresca, le tome 9 de Fantastic Four, ainsi que le pack à 20€ réunissant les 2 premiers tomes de la série, Silver Surfer Rebirth, la mini-série par les 2 Ron, Martz et Lim, Amazing Spider-Man Ultimate Newspaper Comics 1981-1982 par Stan Lee, Larry Lieber et Fred Kida, Star Wars Epic Collection, l'ascension des Sith tome 1 par tout plein de monde, et King Conan, la mini-série signée Jason Aaron et Mahmoud Asrar. Je ne reviens pas plus en détail sur ces titres, je vous renvoie à la vidéo du mois dernier pour en savoir un peu plus. Les autres sorties annoncées pour le 28 septembre, puisqu'on parlait de Conan, restons dans cet univers avec les Chroniques de Conan et la seconde moitié des épisodes de 1992, signés Roy Thomas et John Buscema. Soit 6 épisodes inédits en France, parus aux États-Unis dans Savage Sword of Conan 199 à 204. Côté dessin, on est loin du Buscema de la grande époque. Côté scénario, on peut au moins noter l'épisode 200, dans lequel Roy Thomas met en scène le créateur de Conan, Robert Howard, en mélangeant réalité et fiction. J'espère au moins que Panini aura l'intelligence de publier en complément le très intéressant article que Roy Thomas avait consacré à son travail sur cet épisode, où il revenait notamment sur certains événements de la vie de Robert Howard qu'il avait utilisés dans son récit. En 100% Marvel, sortie du tome 3 de Shang-Chi par Jin Luen Yang, Dick Ruan et Marcus To. On a donc là les 6 derniers numéros de la série régulière qui s'est arrêtée au numéro 12. Dans le tome précédent, le scénariste essayait d'intégrer davantage son héros dans l'univers Marvel et faisait intervenir Spider-Man, Wolverine ou les Avengers. Dans celui-ci, l'intrigue se resserre autour de la famille de Shang-Chi et révise quelque peu ses origines. C'est pas une lecture que je conseille, le scénario de Jin Luen Yang n'est pas particulièrement inspiré, et la plupart des personnages, héros et vilains, sont quand même très caricaturaux. Côté dessin, c'est plutôt pas mal, et le remplacement de Dick Ruan par Marcus To marque plutôt une amélioration de ce point de vue. Tiens, au passage, s'il y en a parmi vous qui espéraient encore voir un jour reparaître en France la série originale, Master of Kung Fu, vous pouvez définitivement vous brosser, puisque aux États-Unis, Marvel n'a pas renouvelé les droits des personnages provenant de l'œuvre de Sax Rohmer, soit Fu Manchu, Neyland Smith, Jack Petrie et quelques autres. La série n'est plus disponible depuis quelques semaines sur Marvel Unlimited et en France, il faudra donc se contenter des vieilles éditions, souvent en petit format noir et blanc, parues chez Aredi dans les années 70-80. Du côté des intégrales, outre la réédition de Wolverine 1991, signée Larry Hama et Marc Silvestri, je suis quand même très agréablement surpris de voir paraître un 2e volume consacré aux aventures de Captain America, paru aux États-Unis en 1941, et signé Joe Simon et Jack Kirby. Avec donc au sommaire Captain America Comics numéro 5 à 8, daté d'août à novembre 1941. Donc peu de temps avant que les États-Unis n'entrent en guerre. Et on a là des histoires qui relèvent carrément de la propagande de guerre, où Simon et Kirby ne font pas dans la demi-mesure, notamment dans leur description des Japonais. Alors, pour des lecteurs qui lisent que des comics récents, et qui trouvent déjà que les dessins de Kirby dans les années 60, c'est trop vieillot à leurs yeux, là, n'essayez même pas, parce que les dessins de Kirby dans les années 40, ça va encore plus méchamment vous piquer les yeux. Clairement, cette intégrale a avant tout valeur de témoignage d'une époque finalement très mal connue en France, et s'adresse à un public très spécifique. Mais l'apparition de ce 2e volume laisse au moins penser que ce public existe, ce qui je trouve est plutôt une bonne nouvelle en soi. Terminons en signalant qu'on ne trouvera pas au sommaire de ce volume uniquement des histoires mettant en scène Captain America, puisqu'il partageait les pages de sa revue avec d'autres héros, totalement tombés dans l'oubli depuis, comme Headline Hunter, Tuck Cave Boy, Hurricane ou Father Time.
Bon, il est grand temps de passer aux sorties d'octobre proprement dites, avec une trentaine de titres prévus. En 100% Marvel, Devil's Reign numéro 2 poursuit l'event qui vient conclure le premier run de Chip Zdarsky sur Daredevil, avec, outre la série principale, divers mini-séries et one-shots. La qualité est très inégale, ça va du très bon Daredevil Woman Without Fear avec Elektra face à Kraven, au très raté Devil's Reign Superior 4, mais dans l'ensemble, ça se laisse lire. Dans Marvel Comics numéro 10, toujours une moitié de la revue consacrée à Amazing Spider-Man, avec toujours Ben Reilly dans le rôle titre, et au sommaire de l'autre moitié, des épisodes d'Avengers, Avengers Forever, Iron Man et Thor. Comme il n'y a que le Thor de Donny Cates que je trouve vraiment réussi, avec un bon épisode sur 8 figurant au sommaire, je conseille vraiment pas ce numéro de Marvel Comics. De son côté, Reign of X termine sa carrière avec son 21e numéro et laisse la place au one-shot Inferno, qui marque la fin de la participation de Jonathan Hickman à l'univers X. J'ai pas lu, d'ailleurs je me rends compte que je suis en train d'accumuler un retard de lecture considérable sur toutes ces séries, et c'est jamais bon signe. 100% Marvel toujours, What If Miles Morales, qui contient 5 épisodes dans lesquels Spider-Man Jr. enfile les costumes de Captain America, de Wolverine, de Hulk ou de Thor. Chaque épisode est réalisé par une équipe différente et tout ça est très très médiocre. Je ne conseillerais pas non plus Ben Reilly Spider-Man En quête d'humanité par J.M. de Matteis et David Baldeón. Encore une mini-série destinée aux nostalgiques du personnage et qui nous ramène à l'époque où il avait remplacé Peter Parker dans le rôle titre. Ce qui vient de faire une nouvelle fois dans la série actuellement publiée dans la revue Marvel, mais là il s'agit bien d'une histoire située dans le passé du personnage. En Marvel Deluxe, 2 nouvelles sorties ce mois-ci. Tout d'abord, le tome 1 de Marauders, écrite par Jerry Duggan et dessiné par Matteo Lolli, Michele Bandini, Lucas Werneck et encore un ou deux autres artistes. Ça fait sans problème partie des meilleures séries lancées dans la foulée de House of X Powers of 10, avec Catherine Pryde dans le rôle principal et une belle galerie de personnages autour d'elle. C'est forcément très lié aux événements qui se déroulent dans les autres séries mutantes, sans quoi on perd une bonne partie du contexte, mais si vraiment vous voulez vous limiter à quelques séries seulement, celle-ci, je la conseille. L'autre sortie en Marvel Deluxe, c'est le tome 6 de Spider-Man, avec les épisodes 692 à 700 de 2012-2013, qui à l'époque concluait la série Amazing Spider-Man avant qu'elle ne soit remplacée par Superior Spider-Man, avec le Dr Octopus dans le rôle de Spider-Man. Et puis tiens, est-ce un hasard ? Au même moment paraît en Best of Marvel les 6 premiers épisodes de la série Amazing Spider-Man de 2014, dans lesquels Peter Parker retrouvait le rôle titre. Bon, après Superior Spider-Man, c'est un peu un retour aux affaires courantes, mais les fans d'Umberto Ramos seront ravis de le retrouver au dessin. L'autre Best of Marvel du mois, c'est la maxi-série Avengers Forever de 1998, écrite par Kurt Busiek et dessinée par Carlos Pacheco, qui à l'époque dessinait pour de vrai et se contentait pas de décalquer sans imagination des photos comme il le fait aujourd'hui. L'histoire réunit des membres des Avengers issus de différentes périodes temporelles, parmi lesquels Janice Vell, le fils du Captain Marvel original, Songbird, qui était alors membre des Thunderbolts, ainsi que 2 versions de Hank Pym. J'ai pas lu ça depuis plus de 20 ans, mais je garde le souvenir d'un truc un peu bordélique, mais franchement sympa. Retour à Spider-Man dans la collection Marvel Epic avec Amazing Spider-Man Maximum Carnage, le crossover de 1993. C'est Semic qui avait publié ça à l'époque, et je peux me gourer, mais je crois bien que ça n'a jamais été réédité depuis. Personnellement, ça me manquait pas. Par ailleurs, Panini annonce de l'inédit au sommaire. Bon, a priori, c'est juste le one-shot Spider-Man Punisher Sabretooth Designer Jeans par Terry Cavanagh et un Scott McDaniel tout jeune et vraiment pas bon. J'ai pas lu ça depuis presque 30 ans et franchement, j'ai aucune intention de m'y remettre. Et j'ai tout aussi peu d'enthousiasme côté intégral avec l'intégrale X-Men 1996-1997, soit le début de la période qui fait immédiatement suite à Onslaught. Bon, au dessin, il y a un peu de Joe Madureira, un peu d'Andy Kubert, il y a même un peu de Steve Epting à ses débuts, et puis au scénario, il y a beaucoup de Scott Lobdell. On a quand même droit ici à beaucoup de fonds de tiroir, en particulier les annuels de 1996, et un épisode d'X-Men Unlimited avec Juggernaut. Et on continue dans le même registre avec l'intégrale Deadpool 1991-1994, la première intégrale consacrée au personnage.
avec évidemment sa toute première apparition dans New Mutants 98, ses nombreuses apparitions dans X-Force, sa première mini-série The Circle Chase par Fabian Nicieza et Joe Madureira, et puis, plus anecdotique, 2 épisodes inédits en France, Nomad numéro 4 par Nicieza et Pat Olive, et Silver Sable and the Wild Pack numéro 23 par Gregory Wright et Isaac Cordova. Bon les fans du Marvel des années 90 sont gâtés et vont se régaler. Moi je crois que je vais plutôt me rouler en boule dans un coin et attendre que ça passe. À moins que je trouve mon bonheur du côté des omnibus. Bon en tout cas ce sera sans doute pas dans X-Men Classic. Aux États-Unis, X-Men Classic était une série lancée au milieu des années 80 qui proposait des rééditions des premiers épisodes des nouveaux X-Men, mais dans une version revue et corrigée, avec des pages redessinées ou inédites, et signées souvent Dave Cockrum, et avec une backup story dans chaque numéro, le plus souvent dessinée par John Bolton. C'est ce qu'on retrouvera au sommaire de cet omnibus, mais attention, pas les épisodes en entier, uniquement ce matériel nouveau créé pour l'occasion. Donc on va se retrouver avec des bouts d'histoire accompagnés d'un texte explicatif pour les remettre dans leur contexte. Franchement, sous cette forme, je vois pas bien l'intérêt du truc. Et à part les complétistes jusqu'au boutiste des X-Men, je vois pas vraiment à qui une telle édition peut s'adresser. Plus intéressant à mon sens, le premier tome de l'omnibus Aliens, qui reprend les comics publiés par Dark Horse à partir de la fin des années 80. Alors, c'est très inégal, mais il y a des choses intéressantes. Aliens, c'est vraiment la première grosse franchise achetée par Dark Horse, à une époque où la boîte avait à peine 2 ans d'existence et pas vraiment de gros moyens. D'ailleurs, les premières mini-séries sont parues à l'origine en noir et blanc. Elles n'ont été mises en couleur que quand elles ont été rééditées en trade paperback, et c'est ces versions couleur qu'on devrait en toute logique retrouver dans l'omnibus. C'est aussi par manque de moyens que Dark Horse n'a pas pu faire appel à des grands noms des comics, mais plutôt à de jeunes artistes et scénaristes. Au final, ça donne une qualité très variable d'un récit à l'autre, mais on trouvera quand même dans cet omnibus des choses intéressantes, au moins visuellement, notamment la mini-série Aliens Hive, dessinée par Kelly Jones, ou Earth War, dessinée par Sam Kiff. Mais bon, à 80€ l'omnibus, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux garder ces 80€ pour le 3e et dernier tome du Tombeau de Dracula ? L'intégralité de la série Tomb of Dracula était réunie dans les 2 premiers tomes. Dans celui-ci, on retrouve la 2e série Tomb of Dracula, 6 numéros en noir et blanc parus en 79 et 80, mais aussi une bonne partie des histoires parues dans le magazine Dracula Lives, publié entre 1973 et 1975, ainsi que 3 épisodes de Frankenstein et quelques autres récits épars. Gene Colan est toujours au dessin sur la plupart des planches. Les récits parus en magazine qui n'étaient pas soumis au Comics Code Authority sont souvent plus violents et plus adultes dans les thématiques abordées. Et puis bon, Gene Colan quoi. Et quand en plus une bonne partie du sommaire est inédit en France, ou bien a été publié souvent dans de très mauvaises conditions, franchement ça me semble être l'omnibus le plus recommandable du mois chez Panini. Pour le reste, nouvelle production Millar World en vue à la fin du mois, King of Spies, écrit par Mark Millar et illustré par Matteo Scalera. L'histoire d'un espion à la James Bond en fin de carrière et qui, se sachant condamné, remet en question ses actions au fil des décennies et décide de passer outre ses ordres et de choisir lui-même ses cibles afin de rendre le monde un peu plus sûr et un peu meilleur. Bon, dans le genre espionnage, c'est moins drôle, moins inventif et en 2 mots, moins réussi que Kingsman. Les personnages et les situations sont très caricaturaux, et Millar essaie d'intégrer à son récit une relation père-fils qui, dans ce cadre, ne fonctionne pas du tout. Par contre, côté dessin, on trouvera difficilement plus dynamique que les planches de Matteo Scalera. Et comme l'artiste a en plus un trait d'une grande finesse, ça donne un résultat de toute beauté. Donc ça se lit sans déplaisir, mais s'il y a vraiment une raison de recommander King of Spies, c'est bien pour le travail de Scalera, plutôt que pour celui de Millar. Pour les jeunes lecteurs, je signale la sortie en Marvel Action de Frisson Peur Bleue, mini-série en 4 épisodes, chacun réalisé par une équipe différente. C'est à déconseiller aux plus de 12 ans, sans quoi vous allez vous emmerder. Notons encore la ressortie de l'event Empire, qui était précédemment disponible en 4 tomes. Vous pouvez désormais le trouver en version épurée en Marvel Deluxe, avec les 6 épisodes de la mini-série et une poignée de one-shots essentiels à la compréhension du truc, ou vous pouvez le trouver en version complétiste fou, en Marvel Absolute, avec à vue de nez en plus toutes les mini-séries et épisodes liés de près ou de loin à l'event, dont une partie n'avait pas encore été traduite.
Dans ce cas, il vous en coûtera 130€. Ou alors, troisième solution, vous pouvez aussi faire l'impasse, sachant qu'Empire, c'est pas désagréable, ça se lit globalement sans déplaisir, mais ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Et hormis l'arrivée de nouveaux personnages du côté des Fantastic Four de Dan Slott, et quelques modifications cosmétiques par-ci par-là, ça reste dans l'ensemble assez anecdotique. Terminons par la sortie prévue le 19 octobre de 10 albums à petit prix, en l'occurrence 6,99€, pour une pagination comprise entre 100 et 160 pages, des albums baptisés dans la checklist Panini les icônes Marvel. Alors que quand Panini avait annoncé la collection en août dernier, il me semble qu'elle était censée s'appeler les Grandes Sagas. Bon, je sais pas pourquoi le changement de nom, quoi qu'il en soit, le prix est toujours de 6,99€ le volume, et les 10 titres annoncés sont toujours les mêmes. Bon, les titres en question ont déjà été multi-réédités, et le meilleur y côtoie le Qu'est-ce que ça fout là ? Dans cette dernière catégorie, on pourra mettre Venom vs Carnage, la mini-série de 2004 de Peter Milligan et Clayton Crane. C'est un truc totalement bourrin, assez vilainement dessiné sur ordinateur par Clayton Crane, avec certains effets visuels qui piquent franchement les yeux. Le seul intérêt de la chose, c'est que c'est un récit complet. C'est le cas également du Deadpool « Il faut soigner le soldat Wilson » par Dwayne Swierczynski et Jason Pearson. Là, c'est déjà d'une qualité nettement meilleure, notamment côté dessin, et ça me semble être plutôt une bonne porte d'entrée pour qui veut découvrir le personnage. Autre titre qu'on peut conseiller aux nouveaux lecteurs, Daredevil, l'homme sans peur, mini-série de 1993 par Frank Miller et John Romita Jr., qui revisite les origines du héros. Perso, je trouve que c'est le travail le moins intéressant de Miller sur le personnage. C'est une sorte de Daredevil Year One, mais qui, comparé à ce qu'il a fait sur Batman dans le même style, est beaucoup, beaucoup moins bon. En revanche, John Romita Jr. est à peu près au sommet de son art à cette époque, d'autant plus qu'il est ancré par Al Williamson. Donc globalement, ça mérite d'être lu. Et puis, l'incontournable de la sélection, c'est Wolverine, l'arme X, écrit et dessiné par l'immense Barry Windsor Smith. Là encore, c'est parfait pour découvrir le personnage, et puis les planches de Windsor Smith sont absolument sublimes. Si vous n'avez pas vraiment à 6,99€, vous ne pouvez pas passer à côté. Encore un récit complet, La quête de Thanos par Jim Starlin et Ron Lim. Une mini-série en 2 épisodes sortie en 1990 qui marquait le grand retour à la fois de Thanos et de Starlin chez Marvel. De mon point de vue, c'est assez vite parti en sucette, mais cette première mini-série était plutôt pas mal, avec un Ron Lim bien meilleur que d'habitude. Donc, pourquoi pas. Autre mini-série au programme, Civil War par Mark Millar et Steve McNiven. Bon, là, on a une histoire qui s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, puisque les événements de cette mini-série ont eu un impact considérable sur l'ensemble de l'univers Marvel de l'époque, et que c'était à peu près son seul objectif et son seul intérêt. Est-ce que relire ça 15 ans après, hors contexte, ça présente encore un intérêt ? Je suis pas sûr. En tout cas, c'est pas une lecture que je conseillerais à un lecteur qui voudrait découvrir l'univers Marvel. À la rigueur, si vous voulez remplacer votre vieille édition kiosque toute froissée, c'est l'occasion de le racheter à pas trop cher, mais sinon, je vois pas trop. Même chose avec Spider-Man, un jour de plus, qui venait conclure le run de J. Michael Straczynski et qui marquait la séparation de Peter Parker et de Mary Jane Watson. De la manière la plus stupide imaginable en plus, en faisant intervenir Mephisto et en réécrivant méchamment l'histoire des personnages. Quel intérêt a cette histoire en soi pour qui veut découvrir le personnage ? À part à la rigueur les dessins de Joe Quesada, là non plus, je sais pas trop. On continue avec Captain America, le soldat de l'hiver. 6 épisodes de la série Captain America par Ed Brubaker, Steve Epting et Michael Lark. Intéressant parce que c'est dans ces pages que le personnage est apparu ou réapparu et que Brubaker nous refait tout son historique. Et en plus, au crayon, on a droit à 2 très grands artistes. Après, sorti du contexte de la série, je sais pas si ça fonctionne aussi bien. Mais bon, le Captain America d'Ed Brubaker fait partie des meilleures séries Marvel de ces 20 dernières années. C'est vraiment à lire, donc pourquoi pas essayer de commencer par là. Finissons avec Thor Renaissance par J. Michael Straczynski et Olivier Coipel, et Les Gardiens de la Galaxie Cosmic Avengers par Brian Michael Bendis et Steve McNiven. Là, on a droit aux premiers épisodes d'une série régulière, donc le but c'est vraiment de faire découvrir la série et d'inciter les lecteurs à se procurer la suite. Le Thor est très beau, Olivier Coipel oblige. Côté scénario, c'est pas mal non plus, au moins sur ses premiers épisodes.
Les Gardiens de la Galaxie, il s'agissait pour Marvel à l'époque de rebidouiller toute l'équipe pour la mettre plus en phase avec sa version ciné qui allait sortir en salle quelques mois plus tard. En ce qui me concerne, c'est vraiment pas la série des Gardiens de la Galaxie la plus intéressante. On a fait bien mieux avant et après. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère n'avoir rien oublié et vous avoir aidé à vous faire une idée sur ces nouvelles parutions. On se retrouve dans le courant de la semaine prochaine pour les sorties des autres éditeurs. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, me dire en commentaire quel titre vous comptez vous acheter en octobre, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.